Située au nord de Paris, la ville de Saint-Denis doit son nom, selon la légende, à un missionnaire dénommé Denis, mandaté aux environs du IIIe siècle par le pape Saint Clément pour évangéliser la Gaule. En ces temps de persécution des chrétiens, ce missionnaire serait devenu le premier évêque de Paris. Décapité par les Romains sur la butte Montmartre, il aurait porté sa tête pendant plusieurs kilomètres jusqu'à l'actuel emplacement de la basilique de Saint-Denis. Il a marché en direction du nord, il a marché sur la plaine Saint-Denis finalement, et il a été accueilli par une femme pieuse qui s'appelle Catula, qu'il a inhumée dans un champ fraîchement labouré pour les semailles d'automne. Son culte va se développer et un certain nombre d'aristocrates chrétiens vont être inhumés ad sanctos, c'est-à-dire le plus près possible du saint pour bénéficier de ses bienfaits. Et donc ce culte se développe, une nécropole aristocratique franque se développe, elle a fait l'objet de fouilles qui ont montré la richesse du mobilier qui était enterré, et cette nécropole est toujours visible, bien entendu, dans la crypte archéologique de la basilique. Donc le culte de ce saint protecteur, se développant, eh bien, vous avez une communauté de clercs qui va se réunir pour faire fonctionner un site funéraire, un site de nécropole à l'origine de la première abbaye. On dit que Dagobert a été inhumé devant la basilique, et on sait aussi que c'est grâce à lui, au 7e siècle, grâce à ses bienfaits, grâce à ses dons, que l'abbaye de Saint-Denis va pouvoir se développer. C'est au XIIe siècle que l'édifice actuel prend forme. En 1122, Sugère, qui deviendra le conseiller de 2 rois, est élu abbé de Saint-Denis. Il se consacre à la reconstitution de l'édifice carolingien. Alors, le grand abbé Sugère, au XIIe siècle, va décider de reconstruire la façade de la vieille église carolingienne, qui était en très mauvais état, et il crée une façade extrêmement novatrice, qui est copiée en même temps en partie sur la Trinité de Caen, avec 2 grandes tours, qu'on appelle les tours harmoniques, et puis pour la première fois une rose. Il va faire rentrer la lumière dans cette façade, la lumière du couchant. Et puis ensuite, Sugère va décider de reconstruire le chevet de la basilique, c'est-à-dire le bout de l'église, de 1140 à 1144. Il dit lui-même qu'il a fait cette reconstruction en 3 ans, 3 mois, 3 jours. Au-delà du chiffre symbolique, on peut dire que ces travaux ont été extrêmement rapides. En moins de 4 ans, il va créer ce qu'on va appeler le manifeste de l'art gothique, c'est-à-dire pour la première fois, un espace extraordinaire, légèrement surélevé par rapport au niveau de la nef, dans lequel il souhaite présenter les reliques de Saint-Denis. Ce qui fait que le pèlerin, dès qu'il rentre dans l'église, voit de loin les reliques de Saint-Denis qui sont finalement ce pourquoi cette basilique a été construite. Alors la grande création de l'abbé Sugère, elle est liée à d'abord l'idée de la lumière. Il faut faire rentrer de la lumière. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui va avoir utilisé une nouvelle technique architecturale, en Lombardie en particulier, en Italie, la croisée d'ogives. Donc c'est une technique architecturale nouvelle qui permet d'augmenter la résistance de la voûte avec des 2 arcs qui se croisent sous la voûte et qui permet plus facilement de construire l'architecture, le bâtiment. Et puis c'est aussi quelque chose qui est très intéressant dans l'art médiéval, c'est l'idée de la ligne.
quand vous rentrez dans le monument. Vous voyez une succession de lignes, des arcs par centaines, et puis des colonnettes qui guident l'œil du visiteur vers le haut. Et donc cette croisée d'ogives permettra d'ouvrir le mur de manière encore beaucoup plus considérable, d'avoir une surface vitrée beaucoup plus importante, d'augmenter la résistance de la voûte, de permettre une facilité dans la construction des voûtes, et puis aussi de créer ce réseau graphique, cette idée de la ligne qu'on retrouve dans tous les manuscrits médiévaux. Alors lorsque Suger meurt en 1151, il n'y a qu'une tour, c'est-à-dire la tour sud que l'on connaît aujourd'hui. Donc s'il revenait, il ne serait pas tellement dépaysé finalement. Et puis, quelques années après sa mort, de 1150 à 1180-90, on va reconstruire la tour nord dans un premier temps, et ensuite la flèche qui culminait jusqu'à 86, voire 90 mètres. C'était vraiment la tour, la flèche la plus haute de l'Île-de-France. C'était un signe de ralliement, un signe en quelque sorte du pouvoir capétien qui se développait considérablement. Entre le XIVe siècle et le XVIIIe siècle, la basilique est l'objet de nombreux aménagements, mais le bâtiment conserve une homogénéité architecturale incontestable quand survient la Révolution. En 1793, les tombeaux royaux sont profanés. Les révolutionnaires jettent les cendres de 42 rois, 32 reines et 63 princes dans les fosses communes de l'ancien cimetière des moines, alors situé au nord de la basilique. Sous le Premier Empire, l'abbaye est restaurée, le cloître de l'ancienne abbaye est transformé en maison d'éducation de la Légion d'honneur. Une institution qui va traverser les siècles. Sous la Restauration, Louis XVIII fait replacer dans la crypte de la basilique les restes de ses prédécesseurs récupérés dans les fosses communes. En 1837, la flèche de la cathédrale est frappée par la foudre. François Debré, l'architecte en charge du chantier de restauration, fait procéder aux réparations, mais la tour continue de se fissurer. Donc, à la suite des tempêtes extrêmement importantes qui ont lieu dans toute l'Île-de-France dans les années 1845, cette flèche subit un nouvel assaut des intempéries et on doit la démonter. Une polémique enfle contre l'architecte François Debré. On l'accuse d'avoir utilisé des pierres trop lourdes, des pierres trop légères. Et finalement, il doit laisser son poste, dans un premier temps à Duban, et puis ensuite Viollet-le-Duc prend la suite en 1846. Et Viollet-le-Duc démonte, c'est son premier acte, il démonte non seulement la flèche de la basilique, mais l'ensemble de la tour en 1847. Un siècle et demi plus tard, en 1987, le maire de Saint-Denis, Marcelin Berthelot, met à l'ordre du jour du conseil municipal la question de la reconstruction de la flèche de la basilique à l'identique. Le 19 octobre 1988, une association baptisée Comité pour la flèche est créée. Le ministère de la Culture est sollicité. Au fil du temps, la mobilisation se poursuit, mais se pose le problème du financement. Depuis le début du XXIe siècle, la réhabilitation de la façade et des 3 portails a permis à l'édifice de recouvrer une partie de son prestige. Aujourd'hui, un nouveau projet de reconstruction de la flèche est enclenché afin de rendre la cathédrale de sa magnificence
dans le respect de son architecture initiale. Premier des challenges a été de demander au propriétaire l'autorisation de construire sur son bâtiment. Et le propriétaire, en l'occurrence sur les cathédrales en France, c'est l'État français. Et ça dépend du ministère de la Culture. Et 2 ministres de la Culture nous ont refusé le remontage de la flèche. Et il a fallu l'intervention du président Hollande qui, lui, a donné l'autorisation de l'État pour que Madame Azoulay puisse, elle, dire on fait. Et samedi 17 mars 2018, c'est Madame la ministre de la Culture qui vient signer l'autorisation définitive d'entamer ce chantier. Là, on va donc réparer ce sacrilège de la météo sur un édifice qui appartient au patrimoine national. N'oublions pas que cette cathédrale basilique est la première cathédrale gothique qu'elle a fait donc des petits un peu partout dans le monde. Et je suis très fier aujourd'hui qu'on ait signé cette convention parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un travail qu'on mène depuis des années. J'ai une pensée particulière pour mon prédécesseur à la mairie de Saint-Denis, Marcelin Berthelot, qui a disparu il y a une vingtaine d'années et qui en avait été le premier artisan. Nous pensons que le premier visiteur viendra au 1er mars 2019 sur l'échafaudage et voir la première pierre être posée. On a dit qu'il fallait 11 ans. 11 ans, 2019 et 11, ça fait 2030 et les Jeux Olympiques sont en 2024. Donc nous serons au milieu du chantier à ce moment-là. Et on peut peut-être avoir le faible espoir que la torche, la flamme olympique, aille symboliquement en haut de l'échafaudage pour saluer le Stade de France qui est à 500 mètres d'ici. Et ça serait un joli clin d'œil entre la cathédrale du religieux et la cathédrale du sport.